Madame, Messieurs, bonjour. Bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale. Aujourd'hui, ce magazine se passe en Égypte, au Caire, où nous sommes présentement. Et c'est dans cette interview exclusive que nous nous sommes permis d'avoir avec les numéros 1 de la République démocratique du Congo en Égypte, alors que vous allez découvrir tout à l'heure. Et je vous invite à suivre cette interview. Je vous ai expliqué pourquoi nous sommes en Égypte. Et c'est pour la première fois pour moi, personnellement, et toute l'équipe. Voilà, nous sommes là, nous avons appris les rapatriements de Congolais vivant au Liban qui ont eu des problèmes, mais qui ont été secourus par une personne. Ils ont été aidés par une personne. Et je voudrais qu'on en parle aujourd'hui, puisque nous avons entendu beaucoup de choses, nous avons entendu beaucoup de critiques, et aujourd'hui, nous sommes là pour en savoir un peu plus. Alors, je suis avec l'ambassadeur de la RDC en Égypte. Excellence, monsieur l'ambassadeur, bonjour, et merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut connaître d'abord qui vous êtes, votre parcours, vous êtes ici depuis quand? Depuis combien de temps? Bonjour Monsieur Honoré, je suis très ravi de vous recevoir dans mon modeste bureau et vous êtes toujours le bienvenu, vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Avant d'entrer dans le vif de votre question, je réponds au nom de Jean-Baptiste Kassomo-Mosenga. Je suis congolais, évidemment de père et de mère. Je suis né à Kinshasa. Okay. En 1974, mais le Belge dit 74. Et mon père est du Kasaï, ma mère est du Bas-Congo. J'ai fait mes études primaires et secondaires au groupe scolaire du Mont-Amba, à Kinshasa. Et de là, quand j'ai fini, j'ai fait l'IEC pendant 3 ans. Et je n'ai pas fini l'IEC parce que mes ambitions, c'était de faire plutôt l'ingénierie. Okay. Donc en 3e graduat, j'ai dû quitter la RDC pour aller en Inde. Et là, j'ai recommencé mes études à zéro. J'ai fait les 4 ans d'ingénierie, donc je suis ingénieur électricien de l'université de Rajasthan. Et quand j'ai fini mes études d'université, j'ai eu à faire aussi quelques cours d'informatique. Et après, j'ai joint notre mission diplomatique à New Delhi. Et j'ai commencé comme un engagé local. Et mon recruteur ou mon encadreur à l'époque, c'était François Xavier Yeba Sandenga. C'est lui qui m'a donné le goût initial de la diplomatie et c'est lui qui m'a recommandé de faire la diplomatie. Et après, nous sommes rentrés au pays, nous avons intégré la fonction publique. 2 ans après, nous avons intégré le corps de diplomate. Et nous sommes revenus en Inde comme 2e secrétaire d'ambassade. Donc, j'ai fait presque toute ma carrière en Inde. De là, j'étais 2e secrétaire d'ambassade, 1er secrétaire d'ambassade, 2e conseiller d'ambassade, 1er conseiller d'ambassade, jusqu'à avoir atteint les grades de ministre conseiller. Je pense que c'est une très bonne chose. Chers amis, vous comprendrez que le président de la République sait faire son casting dans la sélection de gens qui pilotent les activités de la RDC à travers le monde. Toute la carrière, toute sa vie au sein de l'ambassade. Et là, c'est combien de temps à peu près au total? Combien d'années? 23 ans. 23 ans. Il est au service de la RDC aujourd'hui, 23 ans. Alors, c'est vraiment une très bonne chose. Et depuis quand vous êtes arrivé en Égypte? Je suis arrivé en Égypte au mois de mars, le 25 mars 2023. Et je suis arrivé comme le nouvel ambassadeur. Donc le 25 mars 2024, une année. Donc vous êtes là une année, quelques mois. Exact, exact. Mais évidemment, j'ai présenté mes lettres de créance auprès du président Al-Sisi. C'était le 4 avril 2023. Okay. Donc c'est là où j'ai effectivement commencé comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. De l'Inde en Égypte, est-ce que vous avez facilement accepté ces choix?
J'ai pas le choix, évidemment. Je suis comme un soldat. Partout, je suis envoyé par mon pays. Je suis prêt à répondre présent. Et vu l'expérience que j'avais acquise, donc ça ne m'a pas été un problème pour accepter ça. Vous a-t-il été facile d'intégrer l'Égypte, ou vous avez commencé par... quelle a été la stratégie de votre intégration ici? Merci beaucoup. Vous voyez, quand vous arrivez à un endroit, d'abord, il faut connaître avec qui vous avez affaire. Il faut d'abord se rapprocher beaucoup plus des gens, connaître la culture, approcher les anciens et aussi même la communauté congolaise ici sur place. Donc, c'est toutes ces personnes, c'est tous ces facteurs qui nous ont aidés à pouvoir facilement nous intégrer dans ce milieu. Parlons de la communauté congolaise. Comment elle est organisée? Vous l'avez rencontrée, vous l'avez identifiée. Qu'est-ce que nous pouvons retenir là-dessus? La communauté congolaise, pour le moment, je peux dire, elle est un peu plurielle. Mais au début, c'était une communauté bien structurée où il y avait un président, il y a un comité exécutif, il y avait un président, vice-président et les autres. Ce format-là existe encore jusqu'à aujourd'hui. Et puis, nous avons un conseil de sages qui est dirigé aussi par un président et d'autres personnes. Mais depuis 2002, il s'est fait qu'il n'y a plus eu des élections, alors que la communauté exigeait des élections, mais les élections traînent. Et le conseil... Comme partout dans tous les États, puisque là, c'est toute une question, une réalité propre à la RDC. Voilà, donc le président du conseil exécutif doit convoquer les élections et supervisé par le conseil de sages qui serait substitué par le comité électoral, traîne à pouvoir convoquer les élections. Et il y a de plaintes par-ci, par-là, il y a l'inefficacité, le manque de performance de la diaspora. Et c'est qui crée beaucoup de problèmes. Et c'est dans ce sens-là que l'ambassade s'était engagée à pouvoir aider et organiser les prochaines élections avec la communauté. Et ça, c'est un volet parce qu'il y a d'autres, à cause de plusieurs raisons, ils ne se retrouvent pas au sein de ce qui s'appellerait la diaspora congolaise d'Égypte. Il y a par exemple les étudiants, il y a un groupe des étudiants, il y a des groupes de l'université de Senghor, d'autres de l'université d'Alexandrie. Donc il y a aussi une autre structure dirigée par M. Adam Boulelo. Donc chacun se retrouve dans son coin parce qu'il n'y a pas un point de vue, ou bien des points de vue qui convergent vers le bien-être de la communauté congolaise en général. Donc il y a plusieurs groupes, les citoyens qui ont accepté de vivre en Égypte, des étudiants qui étudient ici, et d'autres, il y a d'autres sans-papiers aussi? Il y en a plusieurs, il y en a évidemment, il y a d'autres sans-papiers. Et comment vous faites pour les rencontrer? Passe-t-il régulièrement à l'ambassade pour peut-être vous dire bonjour, ou ils viennent chercher des documents? Comment vous entrez en contact avec eux? C'est une très belle question, vraiment. Pour nous, c'est une opportunité que nous puissions adresser certains points. Nous aurions souhaité, lorsqu'un compatriote arrive dans un pays étranger, la première chose que ce soit qu'il puisse approcher son ambassade. Tout à fait. Et puisque pour vous dire, je suis là présent, j'existe, et dans ce pays, voilà, je veux faire telle activité. Et au moins, l'ambassade a dans son répertoire, dans sa base de données, la connaissance qu'une telle personne existe, elle est venue pour telle, et en cas de besoin ou en cas d'urgence, on sait comment contacter cette personne. Mais dans les cas échéants, nous avons des compatriotes qui arrivent dans ce pays que nous ne savons même pas, qui n'ont pas le temps de passer à l'ambassade ou qui se cachent pour des raisons qui leur sont propres. Et ce n'est que lorsqu'il y a des cas d'arrestation, arrestation suite au séjour irrégulier. Là, ils appellent l'ambassade. Ah oui, là, ils appellent l'ambassade. Donc, c'est simplement quand ils sont en difficulté qu'ils viennent auprès de l'ambassade. Et pour pallier à cette situation, nous avons dit, voilà, nous pourrions, en déant 7 jours, quand un compatriote arrive dans un pays,
se fait enregistrer à l'ambassade. Ça, c'est le principe. Donc, quand il arrive pour la première fois, il a 7 jours pour se présenter à l'ambassade et obtenir peut-être un document. C'est quel document qu'il doit obtenir? Bon, il aura une carte consulaire. Parce Okay. que la carte consulaire, mais avec une réduction, par exemple. Alors, au lieu de payer 35 $ pour la carte consulaire, on dit voilà, vous venez, vous payez un montant inférieur. Parce que certaines personnes disent que voilà, la carte coûterait un peu plus, mais ce sont des taux qui nous ont été, qui sont fixes. Alors, on accorde certains privilèges et facilités pour ceux qui se font enregistrer avant. Et cela, ça les incite à pouvoir s'enregistrer davantage. Okay. Et cela nous permet d'avoir une base de données mise à jour. Sans cela, ça sera difficile parce qu'ils vont se dire, voilà, je ne pars pas à l'ambassade et ils ne viennent que quand ils sont dans le besoin. Et ce qui n'est pas bon. Ils sont évalués à combien au jour d'aujourd'hui? Ils avoisinent un nombre de 800. 800 compatriotes dans ce pays. Puisque je sais qu'il y a même des militaires qui font la formation ici. Oui, il y a nos compatriotes qui viennent, qui font la formation ici. Et ils sont confrontés à quel problème? On les arrête pour quel problème? Sont-ils dans les marchés noirs ou on les arrête pour manque de documents? Oui, vous voyez, quand vous venez dans un pays, vous ne venez pas comme si vous déambulez à la route, vous venez avec un objectif précis. Vous venez en tant que touriste, pour un temps vous partez, ou bien vous venez mais certains étudiant. Arrivent en tant que touristes pour rester pour toujours. Non, mais un touriste ne peut pas rester, venir dans un pays, on vous donne un visa de 3 mois. Ouais. 3 mois peut-être une entrée, et vous voulez rester pendant 2-3 ans, non. C'est-à-dire que quand l'hospitalité est finie, vous rentrez chez vous, vous renouvelez le visa, vous revenez. Et l'Égypte ne refuse pas la porte à qui que ce soit, vous êtes toujours les bienvenus. Vous venez pour les études, vous faites 3 ans, vous finissez, vous devez partir. Ou à la fin de vos études, vous êtes embauché quelque part, engagé quelque part, vous signez un contrat et on vous renouvelle le contrat de séjour. Mais il s'est fait que si vous venez par exemple dans un pays et puis on vous donne un visa d'1 mois, une entrée, et vous voulez rester comme ça indéfiniment, votre visa expire après 1 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans, et là vous êtes en train d'enfreindre les lois du pays. C'est un crime rester dans un pays sans visa. Et quand l'immigration, les autorités vous mettent la main dessus et vous devrez être déporté. Alors, votre nom a circulé en Afrique du Nord sur base de ce que vous faites comme travail. C'est notamment les secours de ces Congolais en difficulté dans d'autres pays voisins. Et là, je peux commencer par les Soudans, où vous avez fait une intervention qui a fait parler d'elle à travers toute la RDC. Dites-nous, comment vous faites? Il vous arrive aussi d'avoir un regard sur les autres pays, sur les Congolais vivant dans les pays voisins de l'Égypte. Le premier cas, c'est le cas du Soudan. Comment ça s'est passé? Merci beaucoup, M. Honoré. Je ne sais même pas comment commencer. Ouais. Bon, alors qu'au Soudan, il y a un ambassadeur. Oui, il y a un chargé d'affaires. Oui, chargé d'affaires. Oui, qui est présentement à Kinshasa à cause de la situation qui prévaut au Soudan. OK. Bon, en fait, l'expérience, la première expérience fut lorsque j'étais en Inde. À l'époque, j'avais l'ambassadeur Moussa Niamale, Rosette, qui était mon chef. Ouais. Et elle avait eu à gérer une opération de rapatriement de Congolais suite à la période de Covid-19. Okay. Et là, nous avions travaillé ensemble. C'était ma première expérience. Et c'est après ça, lorsque j'ai été nommé ici comme ambassadeur, ayant entendu les cris de nos compatriotes au Soudan, parce que là, l'ambassade avait été vraiment saccagée, et puis les diplomates n'étaient plus là sur place. Et ensemble avec nos compatriotes d'Égypte, dont les Congolais d'Égypte, j'ai eu des informations sur comment atteindre le président de la communauté congolaise du Soudan. Et c'est avec lui que j'ai dû coordonner et échanger. Et j'ai dû contacter les affaires étrangères égyptiens pour avoir la non-objection de leur entrée en Égypte. Et l'immigration a accepté. Et j'ai dû contacter aussi quelques autorités au niveau du Soudan pour leur faciliter la traversée du désert sans problème, sans sécurité. Et ce que nous faisons comme d'habitude, comme l'avait fait pour le Liban, c'est j'envoie une équipe de diplomates juste à la frontière qui vont traverser la frontière,
pour s'enquérir de l'authenticité des documents de ses compatriotes, afin que nous ne puissions pas avoir des situations où on a soit des faux Congolais. Il faudrait se rassurer que ce sont bel et bien des Congolais et qui sont candidats à pouvoir entrer au pays. Et à ce moment-là, en ce moment-là, où étaient les chargés d'affaires du Soudan? Il avait déjà quitté le pays? Oui, notre chargé d'affaires n'était plus à Khartoum parce qu'en ce moment-là, la guerre vraiment sévissait à Khartoum. Donc, pour le Soudan, il y a eu 2 opérations. La première opération, ça consistait à sortir 6 joueurs. Et parmi ces joueurs... 6 joueurs de Léopard? Oui, il y a un l'hélipo. 6 joueurs, joueurs de Al-Ali. Congolais. Oui, c'est 6 Congolais. Ouais. Ils jouaient dans une équipe qu'on appelle Al-Ali, dont l'entraîneur c'était je pense Ibengue. Que c'est oui. Florent Ibengue était entraîneur, et il y a un joueur Al-Ali. Et là aussi, il y avait Boulaïma, le fameux gardien Boulaïma. Donc, Florent Ibengue avait eu la chance de sortir du Soudan en premier, par ses propres moyens. Et les 6 autres joueurs étaient sortis par le moyen du gouvernement congolais. Donc, j'ai sorti les 6 joueurs, je les ai ramenés jusqu'ici en Égypte. Et de l'Égypte, je les ai amenés jusqu'à Kinshasa. Oui, je les ai accompagnés jusqu'à Kinshasa. Ça, c'est magnifique. Par avion. Et lorsque ceux qui sont restés au Soudan, ils ont appris que 6 joueurs congolais qui étaient là ont été rapatriés à Kinshasa par le canal de notre mission diplomatique au Caire. C'est ainsi qu'ils ont multiplié les appels dans les réseaux sociaux et à la radio. Et vous êtes intervenu pour la deuxième fois? Voilà, c'est là où je suis intervenu pour la deuxième fois, et j'ai fait sortir 29 Congolais plutôt. Je les ai amenés jusqu'à Kinshasa. Et plus d'une centaine, je les ai sortis de la ville de Khartoum pour les amener un peu plus bas vers le sud pour qu'ils soient en sécurité. Donc voilà. Magnifique travail que vous faites. Nous avons eu des échos. C'est pourquoi l'Égypte nous a intéressés. Merci. Alors, parlons maintenant de l'opération en cours. Vous êtes très impliqués et nous avons suivi ce que vous faites. Dites-nous comment ça se passe. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que là, ce sont des Congolais qui lancent des messages sur les réseaux sociaux partout. Et je vous parlerai même de ce que certains Congolais disent comme critique, que vous abandonnez les Congolais. Mais là, je vous trouve en pleine opération. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Où en sommes-nous? Merci une fois de plus. Concernant le Liban, c'est une extension de notre juridiction. Ouais. Et tout ce qui se passe au Liban nous concerne directement. Et comme d'accoutumé, nous faisons des rapports à la hiérarchie, donc notre autorité qui est la ministre d'État, la ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, son Excellence Thérèse Kaikwamba Wagner. Et lorsque je lui ai fait un premier rapport, elle était en mission en Europe. Elle était en mission, mais elle a pris ça vraiment à cœur. Et aussitôt, elle a bougé les fils. Donc elle a fait rapport à la haute hiérarchie. Et la haute hiérarchie, qui ne pouvait pas rester indifférent, et a instruit à Madame la ministre d'État de pouvoir tout mettre en œuvre afin de pouvoir voler au secours de nos compatriotes. Donc, c'est dans ce sens-là que la machine a commencé à être mise en œuvre. Et j'ai fait mon rapport, et la ministre d'État a pris, elle a fait un plaidoyer lors du Conseil des ministres. Et ça a été pris sérieusement en considération. Et le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends les vibrants hommages les plus déférents, a vraiment instruit son gouvernement, dirigé par la première ministre, Julie Soumina, de pouvoir mettre les moyens nécessaires pour qu'on puisse mettre à l'abri tous nos compatriotes qui sont au Liban. C'est un peu ça. Et l'opération a commencé, c'est vous qui avez... Vous avez été là-bas ou vous avez envoyé une délégation pour voir clair de quoi il est question? Et quels ont été les rapports? Ils sont au nombre de combien? Ils sont où?
et qu'est-ce que vous avez comme résultat à l'heure actuelle? Merci beaucoup. Je n'ai pas encore présenté les lettres de créance au Liban, donc je ne pouvais pas, je voulais bien parce que j'ai déjà les visas, je ne pouvais pas me rendre. Nous avons d'abord recensé le nombre de Congolais qui s'y trouvent. Donc il y a près d'une centaine de Congolais qui sont là au Liban, qui sont recensés. Quand je dis recensés, parce qu'il y a d'autres qui se cachent, qui n'approchent pas. Qui ne veulent pas se faire voir. Voilà. Ils évoquent quelles raisons là-dessus? Eux-mêmes savent. Eux-mêmes savent. Okay. Alors, c'est en ce moment de guerre, d'autres ont approché le consulat honoraire qui est là et ils ont émis le besoin de regagner le pays. Et nous sommes en étroite collaboration, en contact direct avec notre consul honoraire, M. Hassan Yafoufi. Et nous avons commencé à les recenser et puis nous avons commencé à voir ceux qui veulent rentrer volontairement au pays, qui puissent manifester ce désir-là. C'est ainsi qu'initialement, nous avons eu 78 personnes qui ont manifesté le désir de rentrer au pays. Et nous avons commencé, nous avons fait rapport au pays, à la centrale. Quand je dis centrale, c'est les affaires étrangères. Et nous avons commencé à mettre la machine en œuvre. Il s'est fait que lorsqu'il faut maintenant exécuter le processus de rapatriement, non simplement tous n'habitent pas du même côté, mais il y a d'autres qui sont éparpillés. Ils sont très éparpillés. D'autres, ça a pris plus d'un mois. Ça a pris plus d'un mois depuis où nous avons commencé l'opération de rapatriement et l'effectivité de l'opération de rapatriement. D'autres, avec la calmie, d'autres ont changé d'avis. Ils ont préféré soit rester, aller dans les frontières des autres pays, parce qu'ils se disent que peut-être d'ici demain, si le climat, la guerre cessait, ils pourront toujours avoir l'opportunité de rester dans le pays ou aller dans d'autres pays de rêve, comme de l'oncle Sam ou bien en Europe. Voilà. Donc, alors, ceux qui ont encore vraiment l'amour du pays et qui ont foi au pays et qui ont foi en leur gouvernement, se sont volontairement manifestés. Et il y avait une quarantaine. Et ceux qu'on a pu rapatrier à l'immédiat, c'est-à-dire qui sont ici présentement au Caire, il y en a 14. Et il y a 5 qui ont été juste compliqués un tout petit peu au niveau de l'immigration libanaise. Mais au moment où je vous parle, ils sont en ordre. 5, donc ils devaient aussi nous rejoindre. Donc c'est un processus où on aura des vagues. Et vous avez mobilisé tout un avion pour les rapatrier. Est-ce qu'on vous a signalé certains cas de décès dans ce conflit ici depuis que ça a commencé du côté congolais? Non? Non, heureusement, nous n'avons pas déploré de cas de décès. Nous avons déploré beaucoup de pertes matérielles. Il se faisait qu'à chaque fois qu'on devrait bombarder, nous avions de nouvelles et nous savions exactement qu'aujourd'hui à minuit, on va bombarder. Aujourd'hui à et là, ils sont avertis. Ils sont avertis, ils ont le temps de quitter, d'évacuer les lieux et en bombarder. Donc là, vous perdez tous vos biens. Vous n'avez pas le temps d'évacuer, mais au moins vous avez la vie sauve. Et la plupart de nos compatriotes habitaient des écoles, ils habitaient des mosquées, ils habitaient des lieux publics. Et très peu qui avaient un peu de moyens pouvaient habiter dans une maison. Il y a 4-6 familles entassées. Donc c'est ça la situation. Et cette opération que vous avez commencée prendra combien de temps? Est-ce que ça va s'arrêter avec les différents groupes qui sont arrivés ici en Égypte, ou vous prévoyez autre chose, peut-être pour ceux qui sont restés dans la clandestinité, qui ne veulent pas se faire voir? Oui, le temps n'est pas notre allié, non plus les moyens. Nous avions affrété tout un avion, un Airbus 320, avec 180 places. Donc c'était prévu que tous ceux qui étaient listés, pour qui le gouvernement égyptien a accepté l'entrée, puisque le gouvernement égyptien avait accepté que tous ceux qui sont sur la liste de 70 passagers puissent entrer ici en Égypte. Alors, il s'est fait que d'autres, pour des raisons inavouées,
ont préféré rester ou retarder leur sortie. Et c'est qui nous a fortement préjudiciés. Ok. C'est qui nous a fortement préjudiciés parce que nous avions fait des réservations d'hôtels sur base de ce nombre-là. Nous avons affrété un avion sur base de ce nombre-là. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires sur base de nombre. Et on ne peut pas faire le même exercice à chaque fois. Toutefois, nous sommes là au service du peuple. Et à chaque fois qu'ils auront besoin de nous, nous allons voler leur secours. Donc, les 5 qui sont restés là-bas, d'ici la semaine, c'est au courant de cette semaine ici, ils pourront regagner le Caire et puis descendre aussi à Kinshasa. Et nous attendons une autre équipe qui va se former aussi, qui va descendre à Kinshasa. Non, avec cette volonté de faire les choses, moi personnellement, je vois comment vous êtes impliqué. En tout cas, au nom peut-être de tous les Congolais qui sont intéressés à la question de la RDC, moi je peux vous jeter des fleurs. Je vois combien vous vous cassez pour trouver une solution pour ça. Alors, est-ce qu'il y a des difficultés? D'abord, avant de parler des difficultés, il y a des gens qui, par moment, je ne sais pas, vous écoutez aussi ce genre de choses, même sur les réseaux sociaux, qui pensent que le gouvernement a toujours été inactif. Il n'entend pas exactement les cris de ses ressortissants dans les différents pays. Et là, ça tombe même sur l'Égypte. Et vous entendez aussi des critiques. Est-ce que vous avez une réponse? Ou vous réagissez en retard? Soit vous ne faites rien et les Congolais restent dans des détresse, soit vous faites quelque chose comme ça que vous êtes en train de faire, mais avec un grand retard. Vous avez une réponse peut-être pour ça? Merci, M. Honoré. Premièrement, une précision, je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Ouais. Donc, je ne parle pas au nom du gouvernement. Je ne Tout peux à pas fait. parler au nom du gouvernement. Je parle en ce qui concerne l'ambassade ou ma propre personne. À ce que je ne sache, en ce qui concerne l'Égypte, par exemple, nous avons dans ce pays certains compatriotes qui n'ont jamais mis pied à l'ambassade. Ouais. Imaginez-vous si aujourd'hui ils ont un problème. Comment même l'ambassade saura que tel XY vous êtes a un problème, si cela ne nous est pas rapporté. Je vous donne un cas parmi des cas que nous avons. Vous verrez un monsieur arriver à l'ambassade, il dit voilà, je suis congolais, j'ai perdu mes papiers et j'ai besoin d'un tenant lieu. Vous lui dites, est-ce que vous aviez même la copie de l'ancien passeport? Il n'en a pas. Vous avez une carte d'électeur. Comment savoir? Il n'en a pas. Ça, ce sont des cas vrais. Il n'en a pas. Vous pouvez vérifier. Il n'a jamais été à l'ambassade. Il s'est fait jamais enregistrer. L'ambassade n'a aucune trace d'existence de cette personne. Et même lui, sur place, il n'a rien. Mais dites-nous, en quoi est-il congolais? C'est par déclaration verbale. Ouais. Et quand vous dites à cette personne, non, écoutez, apportez-nous même un certificat de nationalité ou un document. Hein? À défaut, vous avez la famille au pays, dites à la famille d'approcher le ministère des Affaires étrangères, on va retracer votre copie même de passeport. Il y a certains cas où nous arrivons vraiment, nous sommes butés, on veut vraiment travailler, mais nous sommes administrativement ou bien bloqués. Et quand on fait même les recensements, vous verrez que ces personnes, vous le reconnaîtrez peut-être qu'il est congolais, s'il parle soit lingala, soit il est Kikongo Chiluba, mais il n'a jamais été à l'ambassade. Là, ça complique la situation. Non, ça complique. Croire seulement comment vous allez en les sa recenser? parole. Oui, c'est ça le problème. C'est compliqué. Voilà. Alors, aussi, ce que je vous disais, raison pour laquelle, pour faciliter cela, on se dit, voilà, lorsque le compatriote arrive, on doit l'inciter à s'enregistrer à son arrivée, avant qu'il ne reste trop longtemps, soit perdre son passeport ou entrer dans d'autres circuits, où il aura un lavage de cerveau. Donc, il vient, il s'enregistre à l'ambassade, et on a une base de données bien renseignée. Donc, en ce moment... Donc, il vous faut prendre du temps pour identifier la personne. Sinon, si vous la déclarez congolaise, c'est fini, ça reste comme ça. Alors que peut-être il a appris les Tchoulouba puisqu'il était de passage peut-être au Kasaï. Et ce n'est pas sur base de ça que vous allez lui donner l'identité congolaise. Ça vous arrive quand même. Vous êtes de mon avis qu'aujourd'hui où nous parlons, ouais. Il y a peut-être d'autres, on a vu ça sur les réseaux sociaux, il y a d'autres personnes, d'autres nationalités qui parlent même nos langues
national mieux qu'un Congolais. Ouais, ouais. Vous pouvez avoir un Chinois qui vous parle un Chinois qui vous parle ou un Indien qui vous parle Kikongo, ou un Égyptien qui vous parle Lingala, mieux qu'un Congolais. Est-ce que parler une langue nationale est une preuve ou bien ça suffit pour dire que telle personne est de nationalité congolaise? Ça, je ne pense pas. Ouais. Ce n'est ni la couleur de la peau, ni la langue, ni les explications que vous pouvez donner, mais il faut le prouver sur base de papier. Dans la délégation, j'ai vu certains Congolais, mais de la peau blanche. C'est la question que peut-être certains Congolais se posent. Comment on y est parvenu? Vous les avez identifiés? Qui sont-ils? Non, merci. Comme je le disais, ce n'est pas la peau qui fait la nationalité, mais je pense que vous faites allusion au malvoyant que vous avez vu avec vous. C'est exactement de lui que je parle. Voilà, il n'est pas congolais, c'est un Libanais qui a épousé légalement une femme congolaise avec qui ils ont des enfants. Okay. Alors, vous ne pouvez pas séparer la famille. Jusqu'à preuve de contraire, il a été clairement établi par les documents que c'est son mari légal. Okay. Et vous ne pouvez pas dire au mari, bon, vous restez, votre femme, les enfants viennent, et vous restez. Ça, c'est vrai. Et la femme dit, si mon mari ne part pas, moi et les enfants, nous restons. Et nous ne pouvons pas exposer en danger nos compatriotes. Et nous avons accepté que le mari puisse être avec sa famille pour sécuriser la famille, et parce que chez nous, on pense que la famille est indivisible, on ne peut pas diviser la famille. Et le monsieur est venu et nous lui avons accordé un visa de courtoisie. Voilà. Toutes nos félicitations et encouragements pour ce grand travail que vous faites. Merci. Et là, nous sommes à quelques heures pour que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la RDC en Égypte, prenne son avion et accompagne ses compatriotes à Kinshasa. Et c'est un sacrifice que vous faites et vous allez retourner pour suivre les dossiers de ceux qui sont restés. Ce n'est pas un sacrifice, mais c'est un devoir. Un devoir. C'est un devoir et nous le faisons à cœur joie parce que c'est notre travail. Nous sommes là pour la promotion des relations bilatérales, pour la protection de nos compatriotes et nos biens se trouvant dans notre juridiction. Donc, c'est un devoir et nous allons le faire. Donc, comme vous l'avez dit, d'ici là, nous allons prendre l'avion, nous allons descendre à Kinshasa et là, les dispositions sont prises pour l'accueil. Donc, c'est une bonne chose. Alors, si vous aviez peut-être un autre message adressé à ceux qui vous suivent, aux Congolais ou aux victimes qui sont restés, d'autres qui sont aux Congolais, d'autres qui sont restés au Liban, d'autres en Égypte ici, peut-être votre message à eux par rapport à cet entretien, qu'est-ce que vous leur dites? Je n'ai qu'un seul message, c'est l'amour de la patrie, le patriotisme. L'amour de la patrie fait que, en dépit de toutes nos divergences, en dépit de tous nos malentendus, tout ce qu'on peut avoir comme désagréments, problèmes, que nous puissions mettre ce pays qui est la RDC en avant-plan. Et cela, c'est pour nos compatriotes qui sont ici sur place et pour tout Congolais qui pourra nous suivre, on devra mettre nos divergences de côté et converger vers le bien-être de ce pays qui nous est cher. Parce que nous n'avons pas d'autre pays que celui-là. Sans pour autant entrer dans les détails, mais je pense que c'est ça vraiment l'essentiel que j'ai à dire. Tout à fait. Et la même réalité vécue ici en Égypte et presque partout dans tous les autres pays là où se trouvent les Congolais. Et ils ont les mêmes messages. Donc vous leur demandez d'aller, ils suivent beaucoup nos émissions. Ils doivent se comporter de la même manière. Aller à l'ambassade, s'identifier et être protégés par l'ambassade. Exact. C'est ça où j'ai mal formulé la demande. Non, non, pas du tout. Vous avez dit vrai, vous avez dit correctement, parce que vous entendrez quelqu'un qui va dire, voilà, à l'ambassade tout ça. Non, non, il ne faudrait pas que l'expérience de là soit votre expérience. Ayez votre propre expérience.
Vous êtes venu de vous-même. Vous aviez dit que vous avez préféré voir de vous-même au lieu que vous ne relayiez voir avec mes propres yeux et non avec ceux des autres. Voilà. Alors, j'aimerais que vous ne puissiez pas aimer ou ne pas aimer tel ou l'autre parce que un de vos amis ou votre frère l'a aimé ou l'a détesté. Ce n'est pas comme ça. L'ambassade, c'est une maison de tout Congolais et l'ambassade a le devoir d'assister tout Congolais qui se trouve dans la juridiction. Donc je demanderai à tout Congolais de se sentir libre et à l'aise d'approcher son ambassade. L'ambassade n'est pas un cachot, ce n'est pas un lieu d'incarcération, ce n'est pas un lieu de jugement. C'est un lieu où on doit trouver des solutions aux Congolais qui sont à l'étranger. Et je demanderai aussi aux Congolais, surtout de la diaspora, de ne pas se laisser intoxiquer ou avoir des lavages de cerveau, parce que vous verrez dans toutes les communautés, il y a peut-être des personnes qui sont venues avant, qui ont été là avant nous, mais qui, pour certaines raisons, soit ne se sont pas vraiment retrouvées et qui sont là à inculquer des mauvaises pensées dans la tête de nouveaux venus. Donc, j'appelle tout le monde à pouvoir avoir sa propre expérience et de tirer ses propres... comment je peux dire, de faire sa propre lumière de choses. Voilà. Donc vraiment, c'est un peu ça ce que j'ai à dire. Monsieur l'ambassadeur, merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur Noiré. Et bon séjour encore parmi nous. Merci beaucoup. Merci. Alors, chers amis, c'est par ici que nous mettons un point final à cet entretien. Vous avez suivi tous les détails avec intérêt et vous avez compris que l'homme est un travailleur. Il a même, si je peux aller plus loin, métamorphosé cette ambassade. Ici, nous sommes à l'ambassade de la RDC en Égypte et je suis impressionné par le travail, par la qualité, son engagement à faire le travail pour la RDC. Je pense que je l'ai toujours dit, si le Congo est ici, je remercie les chefs de l'État pour ce casting. Je ne le dis pas puisqu'il est là pour le flatter, mais j'ai écouté, j'ai vu les qualités du travail, j'ai vu la carrière même de l'homme. Je pense que nous devons nous dire fiers d'avoir ce genre de personnes au service de la RDC. Merci. Et si vous avez des questions de claircissement, vous pouvez toujours laisser des commentaires en bas de cette émission et je pense que nous reviendrons vers vous si nous avons des réponses. Et il est toujours là, je pense, à notre disposition pour répondre à toutes les questions prochainement. Monsieur l'ambassadeur, je pense que ce n'est pas la dernière fois. Vous pourrez toujours nous recevoir à tout moment. Et il nous a donné une promesse d'être toujours à nos côtés pour répondre à des questions. Et je vous aime bien, je vous remercie pour votre fidélité et attention particulière que vous avez accordée à cet entretien. Merci. On se retrouve prochainement pour le prochain numéro et bonne soirée chez vous. Au revoir.